Utilisez vos charmes ou vous êtes viré, m'a chuchoté mon patron pour clôturer un contrat de 12 millions de dollars. Je l'ai décroché. À peine avions-nous signé qu'il m'a licencié parce que je l'avais rejeté. Grosse erreur, l'investisseur est maintenant mon petit ami. Quand il a su la vérité, il a tout annulé et l'a poursuivi en justice. Aujourd'hui, il me supplie de l'aider. Je lui ai dit, utilisez vos charmes avec le juge. À 5 heures du matin, j'étais assise à la table de la cuisine, calculant combien de temps il me restait avant que la banque ne saisisse ma maison. Cela faisait 2 mois que je n'avais pas payé l'hypothèque, 60 jours avant que la banque ne commence la procédure. Et mon père avait besoin de 5 000 $ par mois pour son traitement. Un traitement que seule l'assurance du terminal maritime où je travaillais depuis 12 ans couvrait. 12 ans à arriver à 5h30 du matin, 12 ans à sentir le diesel et le sel. Et Marco, le fils du propriétaire qui avait hérité du poste il y a 4 mois, me devait 18 000 $ de bonus. De l'argent qu'il promettait quand il y aurait de la liquidité, alors qu'il s'achetait une BMW neuve. 8 000 $, c'était la différence entre nous sauver ou tout perdre. C'est alors qu'est apparu le contrat de 12 millions. Marco m'a convoqué dans son bureau et a fermé la porte. Mettez quelque chose de joli pour le dîner avec l'armateur. Vous savez. Il a ri avec cette confiance de celui qui n'a jamais eu à prouver quoi que ce soit. Utilisez vos charmes. Je lui ai demandé si je devais préparer la proposition technique. Il a encore ri. Si vous concluez ça, je vous paie tout ce qui vous est dû. Au dîner, tandis que Marco confondait des termes que même un stagiaire connaît, l'armateur regardait déjà sa montre. Daniel, c'est ainsi qu'il s'appelait, propriétaire de la plus grande compagnie maritime du couloir. Et Marco était là, essayant de l'impressionner avec des mots qu'il ne comprenait pas, avec ce costume cher et ce sourire vide qui ne trompait personne. J'ai pris une serviette. J'ai dessiné à Daniel sa route d'importation. Je lui ai montré une erreur dans sa classification tarifaire qui lui coûtait près de 2 millions de $ par an. Daniel a laissé sa fourchette, impressionné. 3 semaines plus tard, nous signons. Le contrat a été conclu grâce à ce que j'avais tiré de cette serviette. Pas grâce au nom de famille de Marco ni à sa BMW. Grâce à mon analyse, Marco n'a fait que servir le vin. Cette nuit-là, j'ai programmé le traitement de mon père. J'ai calculé l'hypothèque. Pour la première fois depuis des mois, les chiffres concordaient. Pour la première fois depuis des mois, j'ai pu respirer. Le lendemain, Marco célébrait dans son bureau avec une bouteille de champagne. Le contrat que j'avais conclu, la commission qu'il allait toucher. Cette nuit-là, il m'a appelé. Venez un instant. Je suis monté, suis entré et il a fermé la porte à clé. Tu me dois la course. Il a posé sa main sur ma taille. Ce n'était pas subtil. Ce n'était pas ambigu, c'était sa main sur mon corps comme s'il en avait le droit. J'ai dit non. Il m'a attrapé fort par le bras. J'ai senti ses doigts s'enfoncer et quelque chose en moi a simplement réagi. Je me suis dégagé et je me suis enfui en courant. J'ai dévalé les escaliers, le cœur me martelant la poitrine. Sur le parking, je n'arrivais pas à mettre la clé dans la serrure de la voiture, tellement mes mains tremblaient. À 8h47 le lendemain matin, j'ai ouvert un email des ressources humaines. Restructuration opérationnelle. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre ce que je lisais. On me licenciait. Moins de 12 heures après m'être dégagé de sa main et être sorti en courant de son bureau, Marco me licenciait. Angia m'a escorté pendant que je rangeais 12 ans de ma vie dans un carton. Elle m'a fait passer par le couloir central. Les dockers qui me saluaient chaque matin depuis 12 ans ont baissé les yeux quand je suis passé. Don Beto, le chef de quai, m'a murmuré en passant, ça ne va pas, Elnita. J'ai tout ravalé parce que si j'avais ouvert la bouche, je me serais effondré là, devant tout le monde, et je ne leur aurais pas donné ce plaisir. Dans la voiture, avec le carton sur le siège passager, j'ai appelé le cabinet pour annuler le traitement de mon père que j'avais programmé la veille. La veille, quand je croyais encore que les chiffres concordaient. Puis j'ai ouvert la lettre de licenciement, cherchant le bonus. Les 18 000 n'apparaissaient pas, mais il y avait autre chose, un concept administratif avec une date de 3 semaines avant. Je n'ai pas compris ce que cela signifiait, mais quelque chose dans cette date ne correspondait pas. J'ai plié la lettre et l'ai rangée dans mon sac. J'avais 47 jours avant de perdre la maison et une date qui n'avait aucun sens. La première semaine,
j'ai envoyé mon CV à 4 terminaux et 2 agences douanières de la zone. Silence total. Le 3e jour, un contact d'un autre terminal m'a écrit sur WhatsApp. Écoutez, ne le prenez pas mal, mais votre ex-patron appelle la moitié du port en disant que vous avez été viré pour vol d'informations confidentielles. Il n'y avait aucune plainte formelle, c'était pire que ça. C'était un commérage de port, le genre de rumeur qui se répand lors des déjeuners entre dirigeants et que personne ne vérifie, mais que tout le monde croit. Chaque terminal à laquelle j'envoyais mon CV allait appeler le bureau de Marco pour demander des références et la conversation s'arrêterait là. Cette même semaine est arrivée la première facture du médicament de mon père sans la réduction de l'assurance. 8 000 $. Je l'ai regardé comme s'il s'agissait d'une erreur d'impression. J'ai appelé l'assureur. Il n'y avait pas d'erreur. Ma couverture avait pris fin le jour de mon licenciement. J'ai payé avec ma carte de crédit, sachant que c'était la dernière fois que je pouvais le faire. L'hypothèque continuait de courir, 47 jours, et les 18 000 $ de bonus que Marco me devait n'existaient tout simplement plus pour lui. 3 fronts ouverts et pas un seul revenu. Mon père m'a demandé pourquoi j'arrivais si tôt à la maison. Je lui ai dit qu'on m'avait donné des vacances. Il m'a regardé exactement comme il me regardait quand j'avais 15 ans et que je lui mentais sur où j'avais été. Il ne m'a pas cru, mais il ne m'a pas confronté. Ce silence m'a serré la gorge plus que la facture de 8 000 $. Le lendemain, j'ai récupéré ma fille à l'école et l'enseignante m'a arrêté à la porte. Les frais de scolarité étaient en retard d'1 semaine. J'ai dit que c'était une erreur de la banque, que je la réglerais demain. Dans la voiture, ma fille m'a demandé si nous pouvions aller chercher une glace. Je lui ai dit que non aujourd'hui. Elle n'a pas insisté. Elle a 6 ans et a déjà appris à lire quand sa maman peut et quand elle ne peut pas. Cette nuit-là, j'ai tenu le téléphone dans ma main pendant 1 minute entière en regardant le numéro de Marco. 1 minute complète à penser à l'appeler et à lui demander de me réembaucher, de me rendre le bonus, de me laisser revenir. J'ai serré le téléphone si fort que mes doigts m'ont fait mal. Je n'ai pas composé. 3 jours plus tard, Daniel m'a envoyé un WhatsApp depuis un numéro que je n'avais pas enregistré. Ma fille, ça tourne mal ici, et il m'a tout raconté. 2 conteneurs retenus parce que personne n'avait su faire le dédouanement à temps. Une amende de 25 000 $ pour non-respect des délais. Marco a mis le responsable des ressources humaines pour superviser les opérations et a embauché un consultant externe à 6 000 $ par mois qui recommandait des choses que j'avais rejetées il y a 5 ans parce qu'elles ne fonctionnaient pas dans ce couloir. Et pour payer tout cela, il a annulé les primes de Noël des dockers. Mais sa nouvelle BMW de cette semaine a coûté plus que tous ses bonus réunis. Quelque chose a bougé en moi quand j'ai lu ces messages. Ce n'était pas de la joie, c'était quelque chose qui a fait clic, comme quand on comprend un code qu'on ne voyait pas auparavant. Cette nuit-là, j'ai écrit à une ancienne collègue de comptabilité. Je lui ai demandé une faveur, de vérifier si mon bonus apparaissait dans les registres du terminal. Elle m'a répondu le lendemain et ce qu'elle m'a dit m'a retourné l'estomac. Le bonus apparaissait comme payé. Les 18 000 $ que Marco me devait figuraient comme livrés dans les livres de l'entreprise. Ce n'était pas qu'il les retenait. Il les avait enregistrés comme payés et avait gardé l'argent. Ce n'était pas une dette en suspens, c'était un vol maquillé dans les livres comptables. Je suis allé à la papeterie du coin et j'ai acheté un cahier à spirale bon marché, de ceux que les étudiants utilisent. Et j'ai tout noté, pas sur ordinateur, sur papier, où personne ne pourrait rien tracer. La première annotation fut celle-ci, bonus enregistré comme payé, jamais reçu. Ensuite, j'ai tout noté ce que je savais par cœur. Code tarifaire problématique, schéma d'inspection trimestrielle que j'anticipais depuis 12 ans, nom d'inspecteur, contrat qui arrivait à expiration bientôt, 12 ans de connaissances qui n'avaient jamais été dans aucun système de ce terminal. Tout était dans ma tête et maintenant c'était dans ce cahier. Cette même semaine, un ancien collègue m'a écrit, « Daniel, l'armateur du contrat, a demandé à te parler lors d'une réunion de suivi. On lui a dit que tu ne travaillais plus ici, il a raccroché sans rien dire. Il m'a appelé 2 jours plus tard, un numéro que je ne connaissais pas. On peut parler ? Nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant près du port, pas dans un restaurant cher, à l'endroit où mangent les transporteurs, avec des nappes en plastique et un ventilateur de plafond qui tournait à peine. Daniel m'a demandé directement ce qui s'était passé. Je lui ai raconté l'essentiel. La restructuration, le licenciement,
le garde me faisant sortir avec mes affaires devant des gens avec qui je travaillais depuis 12 ans. Je ne lui ai pas montré la lettre, je ne lui ai pas parlé de la date. Je ne faisais pas encore assez confiance à qui que ce soit pour lâcher ça. Quand j'ai eu fini de parler, il est resté silencieux quelques secondes. Cet homme ne savait pas ce qu'il avait. Il a commencé par m'envoyer des messages professionnels, me posant des questions techniques auxquelles le terminal ne savait pas répondre. Puis, moins professionnel. Je répondais en mesurant chaque mot. J'avais passé des mois à esquiver un homme qui avait du pouvoir sur moi et je n'allais pas baisser ma garde avec un autre juste parce qu'il me traitait bien. Mais Daniel était différent. Quand je lui expliquais quelque chose de technique, il écoutait comme quelqu'un qui reconnaît un égal, pas comme quelqu'un qui évalue un outil. Il m'a offert un contrat en tant que consultante en opération pour sa compagnie maritime. Ce n'était pas de la charité, il avait vraiment besoin de moi et nous le savions tous les deux. Quand j'ai revu la police d'assurance, j'ai trouvé la petite écriture. Les conditions préexistantes avaient une période de carence de 60 jours. L'assurance du terminal avait déjà expiré. Mon père avait 60 jours sans couverture. J'ai fait les comptes, 12 ans de travail, mais les 3 dernières années. Payer la maison après le divorce et couvrir ce que l'assurance ne prenait pas en charge pour le traitement de mon père. Les économies s'étaient envolées avant l'arrivée de Marco et maintenant j'avais 2 mois de médicaments sans assurance et l'hypothèque qui courait, ce n'était pas suffisant. J'ai tourné et retourné ça pendant 3 jours avant de faire ce qui m'a le plus coûté dans toute cette histoire. J'ai demandé à Daniel une avance sur salaire, pas un prêt, une avance pour que ce soit professionnel et non de la charité. Il n'a pas demandé pourquoi, il a juste dit, d'accord, vous l'avez demain. J'ai raccroché et je me suis enfermé dans la salle de bain avec la porte fermée pour que ma fille ne m'entende pas. Ce n'était pas l'argent, c'était que toute ma vie j'avais juré que je ne dépendrais jamais d'un homme pour couvrir les dépenses de ma famille et j'en étais là. Avec le poste dans la compagnie maritime est venu quelque chose que Marco n'avait pas anticipé. Un accès légitime. Daniel représentait 40% du volume du terminal. J'ai indiqué à son équipe logistique exactement quel rapport demander sur les marchandises en transit et comment formuler les demandes. C'était un droit contractuel du client, tout légal, tout propre. Quand les rapports sont arrivés, ils contenaient des erreurs qu'un étudiant de première année ne ferait pas. Je les ai documentées dans le cahier. Cette semaine, une ancienne collègue m'a prévenu, fais attention, Marco dit que tu as emporté des informations confidentielles et qu'il va intenter une action en justice. Ce n'était pas vrai. Je n'avais rien emporté de numérique, mais le cahier m'a rendu nerveuse. Je l'ai caché chez mon père, dans le tiroir à outils où il gardait ses clés du quai quand il était docker. Personne n'y chercherait. Marco a découvert que je travaillais avec la compagnie maritime de Daniel. Il m'a appelé directement. « Qu'est-ce que tu fais, Elena ?» Un ton menaçant déguisé en préoccupation. J'ai répondu de la voix la plus calme que j'ai pu. « Je travaille. » J'ai raccroché. Il m'a envoyé un WhatsApp. « Ne m'oblige pas à prendre des mesures. » J'ai fait une capture d'écran. 2 jours plus tard, le consultant externe de Marco a envoyé un email aux principaux clients du terminal. Papier à en tête. Signature du consultant. Nous vous informons que l'ancienne employée Elena Martinez a été écartée pour conduite inappropriée et fait actuellement des déclarations diffamatoires contre l'entreprise. Quand Daniel m'a dit que l'email lui était aussi parvenu, j'ai attendu le coup. J'ai attendu qu'il me dise que j'étais un risque pour son entreprise, que nous devions maintenir une distance professionnelle. Au lieu de cela, il m'a dit, je sais qui tu es, mais la prochaine fois que tu veux te battre, préviens-moi pour que je prépare de vraies munitions et que je n'y aille pas les mains vides. C'était la première fois que quelqu'un me disait qu'il était de mon côté sans me demander de me calmer. Marco venait de me donner des munitions officielles contre lui et Daniel venait de me dire de me battre avec tout. J'ai tout recalculé, cette fois la tête froide et pour la première fois depuis qu'on m'avait fait sortir avec ce carton, celui qui avait un problème n'était pas moi. Le dîner annuel du secteur portuaire avait lieu la semaine suivante. Marco serait là, tous les dirigeants du couloir seraient là et maintenant qu'elle était consultante pour la compagnie maritime de Daniel, j'avais le droit d'y assister en tant que représentante. Mon badge portait le logo de la compagnie maritime la plus importante du couloir. J'ai décidé d'y aller. Je suis arrivé seul. Plusieurs visages connus m'ont salué avec cette gêne de qui a entendu quelque chose mais ne connaît pas la version complète. Un sourire forcé, quel plaisir de vous voir, qui sonnait plus comme une question que comme un salut,
mais leur visage changeait quand ils lisaient le logo sur mon badge. Représenter la plus grande compagnie maritime du couloir vous recalibre dans l'esprit des gens plus vite que n'importe quel CV. Marco était à la table principale. La BMW de l'année garée dehors sur le parking que nous avions tous vu en entrant. Montre neuve, riant avec un fonctionnaire de l'autorité portuaire, comme si son terminal ne tombait pas en morceaux. Et puis je l'ai vue. Assise à côté de lui. Il y avait une jeune femme que je ne reconnaissais pas, nouvelle au terminal. Et Marco se comportait avec elle exactement comme il se comportait avec moi quelques mois auparavant. La main dans le dos quand il la présentait, le rire trop près de l'oreille. Lui, c'est ma meilleure employée, dit avec cette voix que je connaissais parfaitement. C'était voir ma propre histoire de l'extérieur, comme un film dont on connaît déjà la fin. La femme souriait de la même manière que je souriais il y a quelques mois. Les yeux complètement éteints. Marco s'est approché de ma table, un verre à la main. Devant deux dirigeants qui nous observaient, il m'a dit « Elena, quel plaisir de vous voir. J'espère que vous allez bien. Vous savez que les portes sont toujours ouvertes pour les personnes qui ont du charme. » Les dirigeants ont ri, mal à l'aise, et j'ai explosé. Pas pour le commentaire, pour la femme aux yeux éteints. Je me suis levé. Je lui ai dit devant toute la table que c'était un harceleur qui licenciait les femmes qui ne se laissaient pas faire, qu'il m'avait fait sortir avec la sécurité après m'avoir tripoté, que son terminal tombait en morceaux sans moi et que tout le monde le savait. Le silence s'est fait dans la salle. Les gens aux tables autour ont cessé de parler. Marco n'a pas perdu son sang-froid. Il a souri avec ce visage de pitié répété que je lui avais vu tant de fois. Voyez. C'est pour ça que j'ai dû la laisser partir. Instable. C'est dommage. Plusieurs dirigeants ont détourné le regard. L'un d'eux m'a posé la main sur le bras. Ça va, calme-toi. Je suis sorti de la salle en tremblant de rage. Sur le parking, les mains sur le volant sans démarrer la voiture, j'ai réalisé ce que je venais de faire. Je lui avais donné exactement ce dont il avait besoin pour me discréditer. Il n'a pas fallu 48 heures. Le consultant externe de Marco a envoyé un email mis à jour au client. Papier à en tête, signature du consultant. Mon explosion au dîner était désormais la preuve de mon instabilité. Les mêmes dirigeants qui avaient été témoins de mon explosion avaient maintenant un contexte pour tout expliquer. Ah, c'est pour ça qu'elle était si perturbée. La diffamation a atteint l'équipe interne de Daniel. Son responsable logistique lui a demandé directement s'il était vrai que la relation avait commencé pendant les négociations du contrat. Deux associés minoritaires ont remis en question lors d'une réunion si j'étais une professionnelle ou une situation personnelle. Quand Daniel m'a raconté, je lui ai dit que s'il avait besoin de distance professionnelle pour protéger son entreprise, je le comprenais. Je ne lui ai pas demandé de me défendre. Il m'a regardé et m'a dit, « Je vous ai embauché parce que vous m'avez fait économiser des millions de dollars avec une serviette. Que quelqu'un dise que c'était pour une autre raison m'offense moi. Pas vous. » Le lendemain, il a envoyé un communiqué interne, mes données de performance en tant que consultante. Un rappel que la relation de conseil s'était formalisée après mon licenciement. Pas avant. Les partenaires se sont tus, mais Marco n'avait pas terminé. J'ai recalculé sans émotion. Cette fois, j'ai rencontré 3 transporteurs qui travaillaient avec moi et à qui Marco devait des paiements en retard. Je ne leur ai rien demandé, je me suis juste pris un café avec eux. Je leur ai demandé comment ils allaient. Je leur ai dit que je travaillais maintenant avec Daniel. Dans une pièce, l'information circule toute seule. En 48 heures, tout le monde savait qu'Elena était avec la compagnie maritime la plus importante du couloir et savait que le terminal de Marco devait de l'argent à la moitié du monde. Un importateur de pièces automobiles, client moyen du terminal, m'a contacté. Ces expéditions prenaient 2 fois plus de temps depuis mon départ. Il m'a demandé un conseil indépendant. J'ai accepté. Marco a perdu cette relation sans comprendre pourquoi. Puis il a contre-attaqué là où il le pouvait. Il a dit à mon agent en douane de confiance que s'il me donnait du travail, il perdrait le contrat avec le terminal. L'agent m'a prévenu avec une peine sincère. Je perdais mon contact le plus fiable. Ça a fait mal, mais ça ne m'a pas arrêté. Daniel a convoqué une réunion formelle avec Marco pour discuter des irrégularités de service. Il s'est basé sur les rapports que son équipe logistique avait demandés sous mes instructions. Je n'ai pas assisté.
Ce n'était pas encore le moment pour Marco de confirmer que j'étais derrière ces rapports. Daniel y est allé seul. Marco a rejeté la faute sur la transition du personnel. Daniel lui a donné 60 jours pour corriger ou déplacer toute son opération vers un autre port. 60 jours. Le même nombre que mon assurance avait de carence. Tout dans cette histoire se mesurait en délai qui m'étouffait. Et puis Don Beto a cessé de me répondre du jour au lendemain. 3 jours de silence. Je lui ai envoyé un WhatsApp. Double coche bleue sans réponse. Je l'ai appelé, ça sonnait et raccrochait. Le dimanche, je suis passé chez lui et sa femme m'a ouvert la porte sans me regarder dans les yeux. Il n'est pas là, et elle a fermé. Le 4e jour, un opérateur de nuit m'a raconté la vérité. Marco avait découvert que Don Beto me passait des informations, mais il ne l'avait pas licencié. Il lui avait offert une augmentation de 40% et un poste de chef de terminal qui n'existait pas auparavant. Don Beto a 58 ans. Sa femme a besoin d'insuline tous les mois. Il a réfléchi exactement le temps que prend quelqu'un avec les comptes sur les bras pour accepter ce qu'il sait qu'il ne devrait pas. Il a accepté. Je suis resté silencieuse quand on me l'a raconté. J'ai dit, d'accord. J'ai raccroché. Je me suis assise dans ma voiture et je n'ai pas démarré le moteur pendant 20 minutes. Cette trahison m'a fait plus mal que le licenciement, mais le pire n'a pas été de perdre Don Beto. Pour obtenir ce poste, Don Beto a dû remettre à Marco les messages WhatsApp que je lui envoyais. Tous. Marco avait maintenant les conversations complètes. Il savait exactement quelles informations m'étaient parvenues, quelles erreurs du terminal je connaissais, quels clients j'avais contactés et dans ces messages, j'avais été stupide. J'avais raconté à Don Beto des choses sur Daniel qui allaient au-delà du professionnel, comment je me sentais quand il m'écoutait, comment il était différent. Je n'ai pas seulement perdu mon allié. J'ai donné à l'ennemi la carte complète de mon opération et la preuve de ma relation personnelle avec Daniel. J'ai perdu l'équilibre. J'ai commencé à me méfier de tout le monde. J'ai parlé sèchement à Daniel quand il m'a suggéré de patienter. Nous avons failli nous disputer. Il m'a dit quelque chose qui m'a arrêté net. Ne me confondez pas avec lui. Il avait raison. Je commençais à traiter la personne qui m'aidait comme si c'était l'ennemi. Je me suis excusé. C'était la première fois que je disais pardon depuis des semaines et je le sentais vraiment. Cette nuit-là, j'ai recalculé sans Don Beto et avec Marco connaissant mon jeu. Ce que j'avais encore, la documentation formelle du service à la compagnie maritime. Cela a été généré par l'équipe logistique. Cela ne venait pas de Don Beto. Ma connaissance des schémas d'inspection, cela était dans ma tête. Je ne l'ai jamais mis dans un message. La relation avec les transporteurs et le client de pièces automobiles est quelque chose que personne ne savait, sauf moi, la date sur la lettre de licenciement. Cela, je ne l'ai jamais raconté à Don Beto, je ne l'ai jamais raconté à Daniel, cela n'appartenait qu'à moi. Marco a fait un mouvement que je n'ai pas vu venir. Il a embauché mon ancienne assistante, une fille que j'avais formée pendant 2 ans. Il l'a mise comme nouvelle chef des opérations. La fille connaissait mes procédures, mais n'avait pas l'expérience ni les contacts pour gérer ce terminal. Elle m'a envoyé un message. Pardonne-moi, j'ai besoin du travail. Je n'ai pas répondu. Je comprenais parfaitement ce que c'était que d'avoir besoin d'un travail et de ne pas pouvoir dire non, je le comprenais mieux que quiconque. Mais Marco n'avait pas calculé une chose. Mon ancienne assistante en savait assez pour se rendre compte à quel point tout allait mal, mais pas assez pour le réparer. En 2 semaines, elle était dépassée. Elle a examiné le dossier d'un chargement pharmaceutique qui nécessitait une documentation sanitaire spécifique et une chaîne du froid ininterrompue. 250 000 $ d'un laboratoire client depuis 8 ans. Toute la documentation manquait. Si l'inspection trimestrielle tombait avant qu'il ne le résolve, non seulement le terminal serait mis à l'amende, mais le chargement entier serait détruit. Elle a paniqué, a parlé à Marco et il l'a coupé court. Résolvez ça, c'est pour ça que je vous ai embauché. Le consultant externe ne savait rien de ces démarches. Les agents en douane qu'elle connaissait de mon époque ne voulaient pas s'en mêler. Elle m'a appelé en pleurant. Elena, il y a un chargement qui va exploser et je ne sais pas quoi faire. J'ai déjà tout essayé. Maintenant, j'avais à nouveau des yeux à l'intérieur du terminal, mais l'information venait avec un dilemme qui m'a empêché de dormir. Si je l'aidais à résoudre le problème, je sauverais Marco.
Si je ne faisais rien, l'inspection détruirait 250 000 $ d'un laboratoire qui n'avait aucune faute. J'ai passé toute la nuit à y réfléchir. J'ai pris une décision froide. Je n'allais pas résoudre le chargement, mais j'allais prévenir le laboratoire directement pour qu'ils fassent pression et au moins essaient de sauver leurs marchandises par eux-mêmes. J'ai appelé le responsable logistique du laboratoire, un autre contact de longue date. Je lui ai dit, sans donner de détails internes, de vérifier le statut de leur chargement car il pouvait y avoir un problème avec la documentation. Le responsable a appelé le terminal. Marco, qui ne connaissait pas le problème parce que mon ancienne assistante ne l'avait pas prévenu à temps, a reçu l'appel sans comprendre de quoi on lui parlait. Les inspections trimestrielles sont tombées la même semaine. J'ai suggéré à Daniel que son équipe juridique demande formellement une vérification du statut de ses marchandises au terminal. C'était un droit contractuel du client et cela obligeait à une révision plus approfondie que l'inspection de routine. L'avocat de Daniel a présenté la demande. Le terminal a dû ouvrir ses registres pour la vérification de la compagnie maritime en même temps qu'il faisait face à l'inspection. Deux fronts simultanés que personne à l'intérieur ne savait gérer. En une seule semaine, le terminal a reçu une retenue sur le chargement pharmaceutique pour documentation incomplète. 2 amendes pour classification tarifaire incorrecte détectée lors de la vérification et une observation formelle de l'inspecteur pour incohérence dans les registres de dédouanement. Les sanctions ont totalisé plus de 200 000 $. Marco ne pouvait pas boucher 3 trous en même temps. Il devait payer les sanctions immédiatement pour éviter que son opération ne soit paralysée, mais il n'avait pas de liquidité. Des années de BMW, de dîners gonflés, le consultant à 6 000 $, l'augmentation de Don Beto. Tout sortait de la caisse du terminal comme si c'était son compte personnel. Les jours passèrent. Pendant ce temps, le terminal avait accumulé 2 amendes supplémentaires. L'augmentation qu'on lui avait promise n'est jamais arrivée en totalité et Marco a commencé à le presser de signer des ordres de paiement que Don Beto savait ne pas correspondre. Alors, Don Beto a rompu le silence. Il m'a envoyé un message depuis un autre numéro inconnu. « Ma fille, je me suis trompé. Tout est en train de couler ici et je vais couler avec eux. Je peux te parler ?» J'ai mis 2 jours à répondre. Nous nous sommes vus, mais je n'étais plus la même personne qui faisait confiance sans poser de questions. Avant qu'il n'ouvre la bouche, je lui ai dit, « Comment sais-je que Marco ne t'a pas envoyé me dire ça ?» Don Beto a baissé la tête, parce que ce que je vais te dire me coule aussi. Et il m'a raconté ce que je soupçonnais déjà, mais j'avais besoin que quelqu'un le confirme avec des noms et prénoms. Marco payait les amendes et les sanctions avec les dépôts de garantie des clients. De l'argent qui ne lui appartenait pas. Don Beto le savait car c'est lui qui signait les ordres de paiement en tant que chef de terminal. Si cela sortait, Don Beto tomberait aussi. Je n'ai pas agi immédiatement. J'ai d'abord vérifié, j'ai demandé à l'avocat de Daniel de demander un relevé du dépôt de garantie de la compagnie maritime dans le cadre du processus de retrait. Demande standard. N'importe quel client peut le faire. Lorsque le rapport est arrivé, le montant était 68% inférieur à ce qu'il aurait dû être. Les chiffres correspondaient exactement à ce que Don Beto m'avait dit. Ce n'était plus de l'incompétence, c'était de la fraude. Et si Daniel demandait le remboursement de sa garantie et que le terminal ne pouvait pas la payer, c'était une base pour une action en justice civile et potentiellement pénale. Daniel m'a demandé si je voulais aller jusque-là. Je lui ai dit oui. La compagnie maritime a officiellement demandé le remboursement de son dépôt de garantie. 140 000 $. Le terminal avait 15 jours pour répondre. Je savais qu'il ne pouvait pas payer, mais avant que ce domino ne tombe, Marco a lancé sa dernière attaque. Son avocat a déposé une plainte formelle contre moi. Concurrence déloyale, vol d'informations confidentielles. Il arguait que j'avais utilisé des informations de mon ancien travail pour bénéficier à la compagnie maritime et détruire mon ancien employeur. Le document est arrivé au bureau de Daniel, 40 pages, et à la fin, une menace directe. Si la compagnie maritime ne me licenciait pas, il les inclurait dans le procès pour complicité. Quand Daniel m'a montré le document, j'ai vu quelque chose sur les visages de son équipe. Doute, inquiétude. Le responsable logistique, le même qui m'avait accueilli avec respect quand Daniel m'a présenté, me regardait maintenant différemment. Cet après-midi-là, 2 associés minoritaires de la compagnie maritime ont fait pression lors d'une réunion. C'est un risque juridique. Il faut la laisser partir avant que ça n'explose.
Et pour la première fois, Daniel n'a pas répondu immédiatement. Cette pause de 2 secondes m'a tout dit. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. S'il ne me lâchait pas, je perdais mon emploi. Sans emploi, je ne pouvais pas rembourser l'avance. Sans l'avance, je ne pouvais pas payer le médicament de mon père. Il restait encore 3 semaines avant d'atteindre les 60 jours de carence de l'assurance et sans argent, je ne pouvais pas me défendre en justice. J'avais une carte et après cette carte, je n'avais plus rien. Le lendemain, l'avocat de Marco m'a convoqué à une réunion. Pour résoudre cela à l'amiable avant que cela n'aille devant les tribunaux, j'y suis allé seul. Daniel m'a proposé de m'accompagner avec son avocat. Je lui ai dit non. Je suis entré dans cette salle avec la lettre de licenciement pliée dans mon sac. L'avocat de Marco était exactement le genre que j'attendais. Costume cher, sourire de requin, mallette en cuir qui coûtait probablement plus cher que mon loyer. Il m'a offert du café. J'ai refusé. Madame Martinez, mon client est prêt à retirer la plainte si vous signez un accord de confidentialité et renoncez à votre position actuelle. C'est tout. Vous devriez également présenter des excuses publiques pour les déclarations diffamatoires. Je suis restée silencieuse. J'ai laissé le silence s'étirer, inconfortable. Écoutez, a-t-il poursuivi avec cette voix répétée de celui qui croit avoir déjà gagné. Je comprends que vous traversez une période difficile. Une mère célibataire, des frais médicaux, il est compréhensible que vous preniez des décisions impulsives. Mais continuer sur cette voie ne fera qu'aggraver les choses pour vous et pour les personnes qui dépendent de vous. Là était la menace voilée. Mon père, ma fille. J'ai sorti la lettre de licenciement et l'ai posée sur la table. Qu'est-ce que c'est ? A-t-il demandé. Ma lettre de licenciement, nous l'avons déjà examinée, je ne vois pas, j'ai sorti le cahier, celui que j'avais caché chez mon père. Des pages remplies de codes tarifaires, de dates d'inspection, d'incohérences que j'avais documentées pendant des semaines. Je l'ai ouvert à une page marquée. Regardez la date. J'ai montré du doigt le concept administratif dans la lettre. Révision de restructuration. L'avocat alternait le regard entre la lettre et le cahier ouvert où j'avais noté chaque irrégularité opérationnelle du terminal depuis mon licenciement. 3 semaines avant que quoi que ce soit ne se passe dans ce bureau. 3 semaines avant que votre client ne pose sa main sur ma taille, il avait déjà initié le processus pour me licencier. L'avocat a levé les yeux. Ce n'était pas une réaction, c'était calculé. Votre client a prévu de me licencier avant même de me demander d'utiliser mes charmes pour conclure ce contrat. Cela ne prouve pas, cela prouve la préméditation. Cela prouve que le licenciement n'a rien à voir avec une restructuration opérationnelle. Et quand un juge verra qu'il m'a licencié 12 heures après l'avoir rejeté avec un processus déjà initié 3 semaines auparavant, il comprendra parfaitement ce qui s'est passé. J'ai laissé cela s'installer. Votre client veut porter ça devant les tribunaux. Parfait. Nous allons parler de harcèlement professionnel prémédité. Nous allons parler de fraude au licenciement parce que les 18 000 $ qu'il me doit apparaissent comme payés dans les livres. Nous allons parler des dépôts de garantie des clients qui ont disparu pour payer des amendes. L'avocat est devenu pâle. Et quand tout ça sortira, quand chaque terminal du couloir saura exactement quel type d'opération gère votre client, combien de contrats croyez-vous qu'il lui restera? Je me suis levé. Retirez la plainte. Vous avez 48 heures. Je suis sorti de cette salle et mes mains n'ont pas tremblé avant que je n'arrive à la voiture. J'ai rangé le cahier dans la boîte à gants. Je n'avais plus besoin de le cacher. Maintenant, c'était une preuve formelle que l'avocat de Daniel pourrait utiliser si Marco continuait à faire pression. 48 heures plus tard, Marco a retiré la plainte. Daniel m'a appelé. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai utilisé ce que j'avais. Je ne lui ai pas parlé de la date. Pas encore. Mais je venais de brûler ma seule balle. Et Marco savait maintenant que je n'avais plus de munitions. Oh, c'est ce qu'il croyait. Car ce que Marco n'avait pas calculé, c'est qu'en me forçant à montrer cette lettre, il venait de confirmer que tout le reste que je savais était légitime. Chaque code tarifaire, chaque modèle d'inspection, chaque contact, tout était dans ma tête, construit en 12 ans. Je n'avais rien volé, je l'avais vécu. Le terminal restait incapable de rembourser la garantie de la compagnie maritime. Les 15 jours se sont écoulés. Daniel a déposé une plainte civile. Son avocat a tout inclus,
la documentation des défaillances opérationnelles, les sanctions accumulées et a demandé un audit de tous les dépôts de garantie du terminal. Lorsque les autres clients l'ont appris, ils ont commencé à poser des questions. L'importateur de pièces automobiles a été l'un des premiers à demander le remboursement de sa garantie. Puis un autre et un autre. Marco a essayé de boucher les trous, mais l'eau entrait déjà de partout. L'audit de l'autorité portuaire a trouvé exactement ce que je savais qu'il trouverait. Des irrégularités dans la gestion des dépôts. L'autorité a initié un processus de révocation de la concession. Marco a engagé un avocat pour contester la révocation, un seul, car il ne pouvait plus se permettre d'en payer d'autres. Le processus pouvait prendre des mois, mais pendant ce temps, le terminal fonctionnait sous surveillance. Il ne pouvait pas signer de nouveaux contrats, il ne pouvait pas bouger, une mort lente. Et puis Marco m'a appelé une dernière fois. J'ai reconnu le numéro. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Elena. Sa voix sonnait différemment, fatiguée, brisée. J'ai besoin de vous parler. Parle. Pas par téléphone. S'il vous plaît, donnez-moi 10 minutes. Nous nous sommes vus dans le même café où un jour Don Beto m'avait raconté que le terminal s'écroulait. Marco est arrivé dans une voiture qui n'était pas la BMW, plus vieille, probablement louée. Il s'est assis en face de moi. Il avait des cernes. Le costume n'avait plus l'air si neuf. Si la compagnie maritime ne retire pas la demande de garantie, le terminal fait faillite. Je n'ai rien dit. Ce sont 200 employés, Elena, 200 familles qui se retrouvent sans travail. Et vous savez que sans vous, ça ne marche pas. Vous l'avez toujours su. Il a passé la main sur son visage. Je me suis trompé, je l'admets, mais il y a des gens innocents qui vont en payer le prix. J'ai ressenti le poids de ces 200 familles. Je ne vais pas mentir. J'ai pensé aux dockers qui ont baissé les yeux quand on m'a fait sortir, aux secrétaires qui travaillaient là avant moi, à des gens qui essayaient juste de subvenir à leurs besoins. Mais alors, une par une, toutes les images que j'avais gardées pendant des mois m'ont traversé l'esprit. Le garde me faisant sortir avec un carton dans le couloir. 12 ans enfermé dans du carton. Mon père me demandant pourquoi j'arrivais tôt. Ce silence qui me serrait la gorge. Ma fille sur le siège arrière quand je lui ai dit que nous ne pouvions pas aller chercher une glace. 6 ans et elle avait déjà appris à lire quand sa maman pouvait et quand elle ne pouvait pas. Sa main sur ma taille, la porte fermée à clé, le champagne qu'il avait bu en célébrant le contrat que j'avais conclu, les 18 000 $ qu'il avait volés et enregistrés comme payés, l'hypothèque que j'ai failli perdre, les 47 jours que j'ai comptés comme ma dernière chance de respirer. Chaque image s'est empilée l'une sur l'autre jusqu'à ce que la dernière soit la plus lourde de toutes. Je l'ai regardée directement. J'ai conclu votre affaire de 12 millions de $ avec une serviette et une analyse qui a fait économiser 2 millions aux clients. Vous m'avez fait sortir avec la sécurité devant tout le monde. Vous avez failli tuer mon père en lui retirant l'assurance sans laquelle il ne peut pas payer son traitement. J'ai fait une pause. Et je sais que vous l'avez planifié avant même de me toucher. Son expression a changé. J'ai sorti la lettre, l'ai posée sur la table, j'ai pointé la date. Révision de restructuration. 3 semaines avant le dîner, 3 semaines avant que quoi que ce soit ne se passe dans ce bureau. Marco a regardé la lettre comme si c'était une sentence de mort. Vous avez prévu de me licencier avant de me demander d'utiliser mes charmes, avant de me poser la main dessus, avant tout. Vous pensiez que je ne verrais pas la date. Silence complet. Le genre de silence où l'on entend son propre pouls. Il ne savait pas que je savais, il ne l'a jamais su. Je me suis levé, j'ai rangé la lettre dans mon sac. Maintenant vous voulez que j'utilise mes charmes pour vous sauver, que je convainque Daniel de retirer la plainte, que je vous tire d'affaire. J'ai laissé la phrase s'installer comme du poison. Utilisez vos charmes avec le juge, Marco. Je suis sorti de ce café, je suis monté dans ma voiture, j'ai fermé la porte et j'ai respiré. Pour la première fois depuis des mois. J'ai respiré sans compter les jours qu'il me restait. 8 mois ont passé depuis cet appel. J'ai été promue directrice des opérations de la compagnie maritime, bureau personnel avec vue sur le port, assurance maladie active pour ma fille, pour mon père et pour moi. L'avance que j'avais demandée à Daniel, je l'ai remboursée avec ma première prime trimestrielle. L'hypothèque est payée. Je gagne le triple de ce que je gagnais au terminal. Chaque matin,
Je passe prendre mon père et lui apporte un café avant d'aller au port. Un autre port, mais la même odeur de diesel et de sel. Son traitement ne l'a pas amélioré, mais il n'a pas empiré. Et dans sa condition, c'est une victoire que je remercie chaque jour. Le terminal a perdu sa concession. Ce ne fut pas une fermeture dramatique avec des chaînes aux portes, ce fut un vidage lent et douloureux. Les clients sont partis un par un. Les navires ont cessé d'arriver, les grues ont cessé de bouger. La cour où je marchais chaque matin pendant 12 ans a maintenant des conteneurs vides qui rouillent sous le soleil. Don Beto a coulé avec le navire. Sa signature figurait sur les ordres de paiement des garanties et il a dû témoigner dans le procès. Ça ne s'est pas bien passé pour lui. Il m'a envoyé un message pour me demander du travail. J'ai mis une semaine à répondre. Je l'ai aidé à trouver un poste dans un autre terminal. Pas dans la compagnie maritime. Pas avec moi. Je lui ai dit, Don Beto, je vous apprécie, mais la confiance ne se reconstruit pas comme ça. Il a baissé la tête. Je sais, ma fille, je sais. Marco fait face à 3 procès civils pour les garanties et au processus administratif de révocation. Il a dû vendre son appartement pour payer les avocats. Je l'ai vu il y a un mois à une exposition de logistique. Il était sur le stand d'une petite entreprise de messagerie, non pas comme dirigeant, mais comme vendeur. Portant des catalogues, distribuant des cartes que personne ne prenait, attendant son tour pour parler à des acheteurs qui ont la moitié de son âge. La même montre chère au poignet, mais le costume lui va déjà trop grand. Daniel et moi sommes ensemble depuis 6 mois. Ce n'est pas une relation de film où le prince sauve la princesse. C'est celle de 2 personnes qui travaillent dans le même domaine, qui discutent des routes de fret et dînent ensuite ensemble, qui ont appris à se respecter avant de s'aimer. Il ne m'a pas sauvé, il m'a reconnu. Je vais en thérapie toutes les 2 semaines, non pas pour Marco, mais pour ce que j'ai découvert de moi-même pendant tout ça, la facilité avec laquelle j'ai commencé à manipuler les situations, la froideur qui m'est venue naturellement, la nuit où j'ai décidé de ne pas sauver ce chargement. J'ai peur de cette version de moi. Mon thérapeute dit que le reconnaître est déjà la moitié du travail. Marco m'a contacté une dernière fois sur LinkedIn. Un message formel, presque poli. Elena, je pense que nous pourrions explorer une collaboration mutuellement bénéfique compte tenu de votre nouveau rôle. Je l'ai laissé en vue. Aujourd'hui, je suis arrivé à mon bureau à 5h30 du matin. Café de station-service, le portable déjà avec des messages de transporteurs, d'agents en douane, de capitaines de navire, la même routine qu'il y a un an. Mais la femme assise sur cette chaise n'est plus celle qui souriait pour ne pas perdre son travail. C'est celle qui a appris que ses charmes ont toujours été de la pure compétence et que le jour où elle a cessé de soutenir le toit de quelqu'un d'autre, elle a construit le sien. Vous est-il déjà arrivé de supporter l'insupportable par peur de tout perdre? Suis-je allé trop loin ou ai-je simplement cessé de supporter ce qui n'aurait jamais dû être ma charge?